commence avec le chapitre 53. Vos pensées vous ouvrent le chemin. Les grands personnages d'antan se faisaient précéder par des héros richement vêtus de leurs couleurs. Ils n'auraient pas eu l'idée d'envoyer pour les annoncer des loqueteux difformes. C'est pourtant ce que nous faisons la plupart du temps. Ignorant que nos pensées nous précèdent, nous expédions nos idées de cupidité ou de rancune, nos craintes, aux personnes avec lesquelles nous allons discuter d'affaires qui nous tiennent à cœur. Inutile de dire qu'au lieu de nous ouvrir les portes, elles nous les ferment. Ne l'avez-vous pas constaté 20 fois? Rappelez-vous cette démarche que vous avez eu à faire auprès d'un homme qui ne vous était pas sympathique. Dans votre fort intérieur, vous l'avez accommodé à la sauce piquante. Évidemment, en sa présence, vous avez fait des efforts d'amabilité et la bouche enfarinée formulé votre requête. La réponse fut non. Vous êtes reparti persuadé de sa mauvaise volonté. En l'occurrence, c'est vous qui avez suscité la mésentente. Vous l'avez créée par vos pensées. Il est une phrase d'Emerson qu'il convient de méditer. Ce que tu es parle si fort que je n'entends pas ce que tu dis. Vous avez beau faire du charme en paroles, vos pensées hostiles atteignent votre interlocuteur et l'indisposent. Les pensées de dénigrement perturbent toute harmonie, ainsi que les parasites dans une émission de radio. Si vous vous plaignez de n'avoir pas d'amis, demandez-vous de quelle sorte sont vos pensées lorsque vous abordez les gens. Si la critique ou le bas intérêt l'emporte sur la bienveillance et le désintéressement, ne cherchez pas plus loin. C'est là une des causes de la solitude profonde de bien des gens qui vivent en société. Application. Lorsque vous vous surprenez en train d'émettre des pensées désobligeantes sur quelqu'un que vous allez voir, changez le disque négatif pour un disque positif. Personne au monde qui n'ait quelque qualité que l'on puisse approuver, et vous verrez bientôt l'attitude de tous changer à votre égard. 54. Vocation égale possibilité. Je voudrais bien apprendre telle langue étrangère, le dessin ou la musique, la couture ou la philosophie, devenir astronome ou médecin, danseuse ou journaliste, faire du théâtre ou du vol à voile, mais je ne pourrai jamais. Voilà l'une des façons dont vous vous limitez vous-même. Vous refusez les biens qui vous sont offerts, car de par la loi de la pensée créatrice, toute vocation apporte avec elle les moyens de réalisation indispensables. Tout être humain a une vocation. Lorsque des parents vous disent « Mon fils n'a aucune sorte de vocation », c'est qu'ils n'ont pas bien observé, ou plutôt parce que le garçon a manifesté des goûts dont ils n'ont pas su ou pas voulu comprendre le sens. Exemple, le fils d'un commerçant n'est heureux qu'à la campagne. Il passe ses vacances à travailler avec les enfants des fermiers, se passionne pour les races bovines ou ovines. On se moque de lui sans comprendre qu'il montre ainsi une vocation pour l'agriculture. Il vendra des cravates comme son père, mais il les vendra mal alors qu'il aurait réussi s'il avait suivi sa vocation. On réussit toujours lorsqu'on suit la voie que trace l'esprit en nous, parce que nous utilisons alors instinctivement la force d'attraction de l'amour. Nous travaillons avec ténacité et passion. Mais il faut que vocation s'accorde avec travail. Pourquoi tant de vocations sont-elles un échec, surtout dans le domaine artistique? Parce que trop de gens croient qu'il suffit d'être doué. Ils ne fournissent aucun effort et se contentent d'un brillant à peu près. D'autres s'acharnent, mais pour peu que la famille soit hostile, ils se laissent persuader qu'ils ont embrassé plus qu'ils ne sont capables d'étreindre. Et le premier
véritable vous apparaîtra avec une force éclatante et vous donnera puissamment les moyens de la suivre. Si vous observez les lois de la pensée créatrice, les circonstances les plus inattendues viendront à votre aide. Quelqu'un murmure « Pour moi, il est trop tard ». Il n'est jamais trop tard. L'esprit ne vieillit point. Application. Vivez aujourd'hui en pensant que toute idée apporte avec elle les facultés nécessaires à sa réalisation. Qu'il s'agisse d'un métier ou du désir d'assimiler les méthodes du bonheur, déjà ce désir signifie que vous en avez les moyens. 55. Il y a de la place au premier rang. L'avez-vous remarqué? Lorsque vous entrez dans une salle comble, il est fréquent qu'on vous dise « il y a de la place au premier rang ». De même, au jour d'affluence dans les gares, une pancarte signale qu'il y a des places en tête. Oui, nos malheurs et ceux de l'humanité viennent du fait que nous nous contentons de piétiner dans un règne qui est à peine au-dessus du règne animal. Esclaves de nos convoitises, de nos violences, de nos instincts les moins évolués, alors qu'il y a de la place au premier rang, qui est celui de l'homme digne de ce nom, conscient du pouvoir que lui confère l'esprit sur toute chose en ce monde, à commencer par lui-même, conscient enfin de son divin héritage. Mais descendons de ces hautes cimes vers lesquelles il convient de s'élever progressivement. Chaque détail de notre vie quotidienne peut nous aider à les atteindre. Elles sont le but de tous et l'objet de notre nostalgie en ces heures de tristesse qui nous semblent sans cause. Vous qui vous affligez de la médiocrité de votre existence, matériellement, sentimentalement, il y a de la place au premier rang. Exemple, il peut être difficile de trouver une place de sténodactylo, mais la meilleure sténo d'une affaire, d'une ville, d'une province n'a que l'embarras du choix parmi les situations bien rémunérées. Il n'est pas facile d'avoir de bons amis, mais si l'on dit de vous que personne ne vous surpasse en loyauté, en gentillesse, on se disputera votre société. Il faut apporter à tout ce qu'on fait, à tout ce qu'on est, le maximum de perfection. La force créatrice qui est en vous vous aidera à y atteindre. Application. Vous efforcez-vous d'exceller dans ce que vous faites. Ne vous débattez-vous pas pour entrer dans un compartiment bondé de la foule des médiocres, alors qu'il vous suffirait de marcher un peu pour trouver en tête de train un compartiment vide où vous serez à l'aise. Ces pas en avant, faites-les. 56. Ça n'est pas ma faute. Nous parlions avec Saint-Exupéry d'une amie commune. Je crains qu'elle ne réussisse pas dans la vie, me dit-il, car chaque fois qu'elle se heurte à une difficulté, elle accuse la terre entière, sauf elle-même. J'ai remarqué à la suite de cette conversation que l'humanité se divise en deux catégories. Les gens qui reconnaissent leur tort et ceux qui ne voient l'erreur que chez les autres. Les premiers ne craignent pas de mettre beaucoup de courage au service de leur lucidité et se perfectionnent chaque jour. Les seconds deviennent de plus en plus amers, se croient persécutés et mettent leur faillite sur le dos de la malchance ou de l'incompréhension. Les conséquences de ce travers sont graves. Dans le domaine individuel, c'est s'interdire tout progrès. Dans celui des affaires privées et publiques, c'est le fatal « ni moi, ni moi », la fuite devant les responsabilités. N'accusons personne que nous-mêmes. C'est en travaillant à notre propre perfectionnement, en nous efforçant d'être chaque jour plus conscients de nos possibilités comme de nos devoirs, que nous méritons de mieux vivre. Application. Lorsque vous vous trouvez dans une pièce obscure, insultez-vous la nuit? Non, vous apportez
allumez une lampe. Partout où il y a du noir dans votre vie, faites la lumière en vous. 57. Vous, comment auriez-vous réagi? Je déjeune chez une amie. On lui apporte une lettre que je la prie de lire. Son regard s'assombrit. Cette personne me remercie d'un service que je lui ai rendu. Elle le fait en des termes où l'on pourrait voir de l'ironie, presque de l'insolence. Elle se tait quelques instants et lève enfin un regard lumineux. Je me trompe sûrement. Étrangère, elle n'a pas su trouver dans notre langue les mots qu'il fallait. Elle n'a pas voulu me blesser. Autre scène. Madame X a offert un thé pour présenter sa toute jeune belle-sœur à ses amis. La jeune femme vient de partir. Vous avez remarqué son air contraint, me dit Madame X. Elle me déteste. Madame X tient à son idée malgré mes protestations. Cela l'amuse d'imaginer que sa belle-sœur ne l'aime pas et de partir en guerre contre elle. Voilà, à quelques heures de distance, deux scènes dont les éléments sont identiques et les résultats bien différents. D'un côté, l'interprétation bienveillante crée la paix. De l'autre, l'interprétation malveillante crée la discorde. Vous ne serez pas surpris d'apprendre que la première de ces femmes est heureuse et que la seconde est fort malheureuse, malgré une fortune que les ignorants lui envient. L'une émet et reçoit des ondes bénéfiques, l'autre de mauvaises ondes. Application. Aujourd'hui, soyez bienveillants, vous avez tout à y gagner. 58. Un art d'agrément, le bonheur. Seigneur, que d'affaires, comment garder en tête toutes ces lois du bonheur? Que ne nous faut-il pas surveiller nos pensées du matin au soir afin de ne pas nuire à ce que nous avons de plus cher par l'émission d'ondes négatives? Songez à nous brancher à tous les instants sur les ondes heureuses. Ne pas dire « je ne pourrai jamais », « je n'ai pas de chance ». N'envoyez que des pensées affectueuses à ce petit poison, pardon, à cette délicieuse Colette et j'en passe, que c'est donc compliqué d'être heureux. Pas plus que de jouer au bridge ou à la belote, pas plus que de collectionner les timbres ou les boules de verre. Que font le bridgeur, le collectionneur? Ils font de leur jeu, de leur manie, une passion. Ils peuvent penser à autre chose, mais il suffit d'un rien pour leur rappeler les détails d'une partie, telle pièce rare qui leur manque. Leur passion est devenue une seconde nature, et tout cela pour quelques succès d'amour-propre ou pour posséder quelques vignettes que le moindre souffle de vent pourrait disperser. C'est à peine s'il faut plus de constance pour rendre instinctifs en nous les réflexes de la pensée créatrice de toute joie, de toute abondance, de la parfaite santé, de la jeunesse durable, de l'amour sans ombre. Le jeu n'en vaut-il pas la chandelle? Application. Songez au temps que vous avez consacré à des choses qui ne valaient pas ce que vous pouvez acquérir en vous pénétrant des lois qui président à tout bonheur en ce monde, et faites de son étude votre art d'agrément. « 59. Travaux pratiques. Mais de même qu'on peut lire tous les traités d'équitation sans être jamais un cavalier si on ne monte pas à cheval, on peut lire
mauvaises herbes y poussent comme partout ailleurs, mais on les arrache au lieu de les laisser pousser. Dans toutes les connaissances que vous avez acquises, la pratique a eu au fait de vous libérer de toute gaucherie. Quel polyglotte pense aux règles grammaticales lorsqu'il parle une langue étrangère? Quel pianiste pense à ses doigts, aux notes? Croyez-moi, le jour viendra où vous serez heureux sans avoir à vous rappeler les lois du bonheur. Vous les appliquerez sans même y songer. Elles seront devenues votre caractère même. C'est en forgeant, etc. Application. De même qu'un violoniste accorde plusieurs fois son violon pendant un concert, remettez-vous mentalement au diapason du bonheur chaque fois que vous vous en écartez et faites des exercices. Je connais une personne qui a acquis la maîtrise de ses pensées en réprimant tous les mouvements de colère qui lui étaient habituels. Un autre en réfrénant ses mots d'esprit caustique. Une troisième en s'interdisant à jamais de se plaindre. Votre vie changera lorsqu'on pourra vous dire comme vous avez changé. 60. Ne désespérez pas de vous-même. Ceci dit, ne désespérez pas de vous. Cette transformation est une lente, très lente progression. Combien fréquents les découragements. Nos rechutes sont d'autant plus pénibles que nous connaissons maintenant les conséquences de nos errements. La science du bonheur est une longue patience. Persévérer malgré les défaillances. Il nous convient de connaître nos points faibles, mais ne nous laissons pas obséder par nos défauts, nous ne ferions que les aggraver. Parmi les lois de la pensée créatrice, il en est une très importante. Nous devenons ce que nous contemplons. N'est-il pas vrai que ceux qui aiment à regarder de belles choses ont un plus beau visage que ceux qui se complaisent dans la bassesse et la laideur? N'est-il pas vrai que les oiseaux, les insectes, les bêtes, par leur couleur et souvent leur forme, se confondent avec leur milieu? On voit au jardin des plantes des insectes identiques aux feuilles ou aux brindilles sur lesquelles ils vivent. C'est pourquoi vous ne devez pas contempler vos erreurs, même pour les regretter. Ce n'est pas le remords qui fera de vous un être neuf, c'est l'espérance. Paresseux, contemplez l'activité. Infidèle, contemplez la merveille d'un amour qui dure. Méchant, contemplez tout ce qu'il y a de beau dans un trésor de bonté. Longue aventure que cette transformation, mais si belle aventure. Application. Aujourd'hui, vous allez orienter votre pensée créatrice vers l'être magnifique que vous deviendrez et contempler vos qualités dans votre moi réel qui est parfait. 61. Épreuve. Quel nom donne-t-on à un examen? Épreuve. Quel nom donne-t-on à la souffrance? Épreuve. Quel est le résultat d'un examen, même raté? Le candidat sait à quoi s'en tenir sur ses connaissances. Il peut prévoir son avenir. Quel est le résultat de la souffrance, maladie ou infortune? Nous savons à quoi nous en tenir sur nos forces, notre caractère, c'est l'épreuve du feu. Or, à la base de tout progrès, nous retrouvons la vieille maxime socratique « Connais-toi toi-même ». Le fait qu'on donne à nos chagrins le même nom qu'aux épreuves orales ou écrites bien connues des potaches devrait nous éclairer sur le rôle de la souffrance en ce monde. Il ne s'agit pas de s'y résigner, de même que l'élève recalé, s'il a pour 2 sous de courage, ne se résignera pas à son échec. Il l'acceptera en se disant ce que les coureurs cyclistes ne devraient pas être seuls à proclamer. Je ferai mieux la prochaine fois. L'élève étudiera, le cycliste s'entraînera. Celui qui souffre s'efforcera de découvrir ce qui lui vaut d'être ainsi recalé par la vie. Examinez votre passé.
votre journée. L'existence est faite d'épreuves successives qu'il s'agit de passer pour le mieux. À tout instant, votre endurance, votre foi, votre amour sont éprouvés. Si vous lâchez prise en vous abandonnant au désespoir, vous n'apprendrez rien. Vos muscles ne seront ni endurcis ni assouplis. Votre foi croulera. Vous n'atteindrez pas votre but qui est la paix, le bonheur. Ne dit-on pas aussi couramment l'école de la vie? Nous sommes en ce monde pour nous débarrasser de nos erreurs et chaque fois que par ignorance nous déclenchons la destruction, haine attirant haine, peur attirant malheur, malhonnêteté attirant ruine, nous recevons un coup de baguette sur les doigts. De même que l'élève ignorant s'efforcera de piocher ses cours, l'homme éprouvé s'efforcera de vivre selon les lois de la pensée créatrice de tout bien, de semer l'harmonie pour récolter la joie. Application. Sur le plan de la vie quotidienne, considérez chaque épreuve, même la plus petite, même l'agacement d'un verre cassé, même l'humiliation d'une offense reçue silencieusement, avec une immédiate pensée de pardon, comme un enseignement. C'est ainsi que vous deviendrez fort et que vous serez armé d'armes de lumière pour la conquête du bonheur. 62. Se résigner. Non, ne nous résignons pas, mais il est des choses que nous devons savoir accepter si nous voulons apprendre la leçon qu'elle nous impose. Voyons ensemble le chemin qui va de la révolte à l'adaptation et nous aurons fait un joli trajet. Prenons un exemple. Supposons que la faculté ou le simple bon sens vous ordonne de suivre un régime. Vous vous révoltez contre la nourriture indiquée, vous la trouvez de plus en plus fade et exécrable. Vous regrettez les bons plats qui vous passent sous le nez, et non seulement vous digérerez mal, mais le régime ne vous profitera pas et votre état empirera. Cette épreuve ne vous sera donc d'aucun profit. Vous êtes au-dessous du négatif. Vous vous résignez à manger ce qu'on vous donne. Inappétence, mauvaise assimilation. Vous êtes en plein négatif et les effets du régime, de l'épreuve, ne sont pas encore fameux. Vous n'entrerez dans le positif qu'en acceptant ce régime, cette épreuve. À ce moment-là, l'idée du bénéfice que vous pouvez en tirer, celle du bienfait pour votre santé, prime sur le désagrément. Vous cherchez la meilleure façon d'accommoder la nourriture autorisée. Vous mettez l'habitude dans votre jeu. Vous ne regrettez point les mets que vous aimiez. Et petit à petit, vous enregistrez les bons effets du traitement. Mais vous faites un pas de plus. Vous vous adaptez à votre régime. Non seulement vous le tolérez, mais vous finissez par l'aimer. Tout en vous adapte. Votre intelligence cherche les moyens d'embellir la situation donnée et elle les trouve avec de maigres ressources mais beaucoup de bonne volonté. Vous faites de si bons plats de régime que vous faites l'envie de tous ceux qui s'apprêtaient à vous plaindre et vous brillez de bonne santé. Application. Ne vous révoltez pas lorsque la vie vous met au régime, vous prive de ce que vous aimez, vous impose ce qui vous déplaît. Cela vous serait fort nuisible. Ne vous résignez pas davantage, ce serait vous abrutir, mais montez les degrés qui de l'acceptation vous conduiront jusqu'à l'adaptation et vous tirerez les avantages nombreux, presque toujours imprévus, de ce qui semblait être un malheur ou un ennui. Vous aurez passé brillamment l'épreuve, appris la leçon, les circonstances adverses ne se reproduiront donc plus dans votre vie. Les événements ne sont pas ce qu'ils paraissent, ils sont ce que nous les faisons. 63. Si vous voulez la paix, il est des choses qu'il ne faut pas accepter, encore moins faut
pensées force, des pensées créatrices de concorde, d'harmonie pour le monde entier. Refusons d'admettre l'idée de la guerre comme nous refusons d'admettre celle de la maladie et de la misère. La guerre ne fait pas partie du plan de la puissance créatrice universelle. Dans la symphonie divine, elle est la plus tragique des dissonances suscitées par l'ignorance des hommes. Refusons si bien l'idée de la guerre que nous n'en ayons même pas peur, car avoir peur de la guerre, c'est, en vertu de la loi d'attraction de la pensée, attirer la guerre. De même qu'avoir peur de la tuberculose, c'est préparer en nous le terrain favorable à la tuberculose. Chaque fois que vous pensez guerre, même pour la détester, vous mobilisez des forces de destruction. C'est paix qu'il faut penser. Et comme toute pensée constructive et positive émet des vibrations infiniment plus hautes, plus rapides, plus puissantes que les pensées destructives et négatives, vous annihilez la guerre et imposez la paix. Application. Lorsque vous vous trouvez dans un groupe où on parle guerre, prononcez calmement, puissamment des paroles d'amour et de paix. Si vos affirmations risquent d'éveiller la discussion sans convaincre des esprits butés, émettez en silence vos pensées de paix et efforcez-vous de détourner la conversation, car plusieurs personnes qui affirment la guerre en même temps la suscitent ou l'entretiennent.